Bonjour et bienvenue sur Les Numériques, c'est la quotidienne condensée du lundi 4 octobre, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Et aujourd'hui, vous savez, c'est lundi, donc retour de week-end, ça va être plutôt chargé, on perd pas de temps, c'est parti. Commençons avec notre cher USB type C 2.1. Je vous avais montré que enfin nous allions avoir marqué sur les câbles les spécifications et les performances de ces câbles. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ces derniers, je vous rappelle, pourront faire jusqu'à du 40 gigabits seconde, faire passer du Thunderbolt 3, de la résolution 16K et charger jusqu'à 240 watts. Le problème, et on l'a repéré, c'est que ce n'est pas parce qu'un câble, évidemment, pourra charger jusqu'à 240 watts qu'il ira jusqu'à 40 gigabits seconde. Donc, lorsque vous aurez une inscription sur votre câble, vous ne pourrez pas exactement savoir quelles sont les performances de votre câble, à moins que le fabricant décide de tout mettre dessus, ce à quoi il n'est pas obligé. Du coup, entre du 240 watts à 20 gigabits seconde ou du 40 gigabits seconde à que 120 watts, il faudra parfois choisir, il faudra surtout savoir. Bref, c'est pas aussi gagné qu'on l'imaginait. Passons maintenant en France avec le constructeur Bleu Jour qui fait des micro PC très jolis, les fameux cubes, qui sont basés sur des Intel NUC. Je vous rappelle qu'Intel NUC, c'est la gamme de PC et la gamme de cartes mères Intel de très petite taille pour de l'intégration notamment. Eh bien, Bleu Jour voudrait s'émanciper un peu des contraintes et des designs de chez Intel en proposant leur propre carte mère qui serait assemblée en France, voire fabriqués pour certains éléments en France, Cocorico, pour proposer des ordinateurs toujours plus personnalisés et personnalisables. Vous voyez, ce sont des micro ordinateurs au sens propre du terme. On espère en tout cas que la société toulousaine arrivera à rencontrer un succès. C'est pas tous les jours qu'on se décide de faire des cartes mères en dehors de Taïwan. Un nouveau jour, une nouvelle rumeur sur ces fameux MacBook Pro sous M1X. Mark Gurman y va de sa petite prédiction au doigt mouillé.com et selon lui, si ça va bien arriver cette année et normalement au mois d'octobre, voire au mois de novembre au plus tard. Dernière news sur ces MacBook Pro dont on vous a à peu près tout dit, je vous laisse voir les émissions précédentes, le nombre de corps. Je vous rappelle qu'actuellement les MacBook avec du M1 ont 8 corps CPU et 8 ou 7 corps GPU selon que ce soit entrée de gamme ou pas. Et bien les futurs qui arriveraient pour du M1X auraient 10 corps CPU, dont 8 corps de performance et 16 à 32 corps GPU, ce qui en ferait des monstres pour la 3D, pour la retouche, voire pour le jeu vidéo, si un jour il y a des gens qui jouent sérieusement sur Mac en natif. Autre information, on apprend que la future gamme de produits MacBook Air, iMac et MacBook Pro entrée de gamme serait sous M2, ce qui nous donnerait du coup une nomenclature de plus en plus claire chez Apple pour leur Mac. Le M1 et le M2 seraient plutôt entrée de gamme et le M1X et le M2X seraient plutôt haut de gamme. Affaire à suivre, on n'en peut plus d'attendre ces Macs. Pendant qu'Apple tarde à sortir ses nouveaux portables, Xiaomi continue dégrainer ses smartphones. Il ne s'arrête jamais. Voici le Xiaomi Redmi Note 10 Lite qui serait en fait un clone du Redmi Note 9 Pro. Est-ce que vous avez compris? Moi non plus. En tout cas, Henri essaye de vous donner un maximum de précision et de différence entre ces deux smartphones qui auraient le même îlot photo. Et ici, on aurait un écran 6,67 pouces en Full HD+, et un Snapdragon 720G, le tout dans un tarif assez blindé autour des 200 euros. Bref, du pur Xiaomi. C'est juste, encore une fois, la grande question et la plus compliquée des questions, c'est lequel Xiaomi je prends. On ne s'y retrouve pas. On termine avec les smartphones avec un point logiciel assez rapide. Côté iOS, la mise à jour d'iOS 15 vient d'arriver. C'est surtout de la correction de bugs autour du stockage et de Face ID. Du côté de chez Huawei, on s'active autour de Harmony 3.0. Et oui, Harmony 2.0 est à peine sorti que le 3.0 est déjà en approche. On devrait avoir des annonces le 24 octobre du côté du géant chinois qui mise à fond, je vous rappelle, sur ce fork d'Android. Et enfin, côté OS, mais côté surcouche surtout, on a vu sur des forums coréens que enfin Samsung était en train de retirer les publicités de One UI. Je vous rappelle qu'il y a des publicités un petit peu partout, que vous ayez acheté votre téléphone en entrée de gamme ou en haut de gamme. Et pour l'instant, on l'a vu dans Samsung Pay, mais aussi dans l'application de santé, celle de météo, les publicités intégrées ont disparu. C'est plutôt bon signe. On espère que Samsung se débarrassera entièrement de tout cela. Petit tour maintenant du côté des transports et c'est aussi là très futuriste avec le constructeur finlandais Verge Motorcycle qui présente la TS, une moto électrique, vous allez voir étonnante puisque sa roue arrière n'a pas de moyeu intérieur. Vous voyez, elle est raccrochée
au bras de transmission par des aimants et le moteur est intégré dans la roue arrière qui se retrouve du coup très large. Le tout pour une moto qui monterait jusqu'à 180 km/h, elle est bridée à 180 km/h et qui atteindrait 300 km d'autonomie en ville et en mixte et 200 km d'autonomie sur autoroute. En tout cas, ce matin dans le chat et les viewers ont été assez unanimes. On aime beaucoup la gueule de cette moto. Est-ce qu'on pourra sortir 25 000 € pour se la payer? Moins sûr. En attendant, ça envoie. Passons maintenant aux deux gros dossiers autour des deux gros GAFAM, Amazon et Facebook. On commence avec Amazon et des centaines d'entreprises chinoises bannies d'Amazon viennent de les attaquer en procès. Je vous rappelle, épisode 1, qu'Amazon avait commencé à donc bannir des entreprises qui vous payaient ou qui vous offraient des bons cadeaux, voire vous rembourser vos objets si vous mettiez un avis positif. C'était les fameuses petites cartes que vous receviez dans vos boîtes. Des centaines de revendeurs ont depuis été bannis. Mais ils se rebiffent pas pour avoir été bannis, puisqu'ils sont assez d'accord, mais parce que Amazon aurait gardé leur argent, et pour certains des centaines de milliers de dollars de transactions qui n'ont pas été retransmises à ces marques. Selon Amazon, c'est complètement dans les règles d'Amazon et qu'ils ont le droit de décider de ce qui se passe lorsque un de leurs fournisseurs ne respecte pas les règles, ce à quoi les fournisseurs eux-mêmes déclarent qu'Amazon ils sont un petit peu hypocrites, puisque la plupart de ces marques passent par les entrepôts Amazon et passe par les manufactures, les services de manufacture d'Amazon, de manutention, excusez-moi, et que du coup, c'était littéralement des employés Amazon qui mettaient ces petites cartes cadeaux, ces cartes de réduction dans les boîtes et qu'Amazon était bien au courant depuis des années de ce qui se passait. Alors pourquoi Amazon ne frapperait que maintenant? Eh bien, certains ont leur théorie. La théorie, c'est qu'évidemment, Amazon devient le concurrent numéro 1 de ses propres fournisseurs, de sa marketplace. On l'a vu notamment avec Amazon Basic depuis quelques temps. Des câbles, des chargeurs et des dongles Amazon cartonnent. Les ventes sont mises en avant par Amazon. On a vu aussi qu'Amazon s'était mis à cloner des produits stars, et notamment les sacs de chez Peak Design, et qu'il a fallu que Peak Design râle pour qu'Amazon retire ses produits. Et on a vu aussi récemment qu'Amazon, avec les bracelets Halo, mais aussi avec les gammes Echo, Blink et les gammes Ring notamment, se mettent à concurrencer les marques de gadgets. Est-ce que le géant américain, et c'est une accusation qui n'est pas nouvelle, profite de sa place omniprésente et de sa place de monopole pour pouvoir avoir beaucoup de data sur ce que les consommateurs veulent pour ensuite cloner des objets et les vendre moins cher sous leur propre marque? C'est en tout cas une accusation de beaucoup de personnes. A-t-elle un rapport avec le fait qu'ils aient banni beaucoup de vendeurs de gadgets? Je ne sais pas. Possible. En attendant, et pour finir sur cette actu, on s'est rendu compte, et The Verge s'est rendu compte que tous les constructeurs qui ont été bannis de la marketplace d'Amazon sont évidemment revenus par la fenêtre discrètement en changeant leur nom. Et vous allez voir que notamment RAV Power est devenu RAV, que Taotronics est devenu Taotronic et que Vava est devenu Vav. Mais en gros, vous pouvez retrouver ces marques qui se réinscrivent sur le store d'Amazon avec un nom légèrement différent. Bref, entre le jeu du chat et de la souris et le jeu de la concurrence, on s'amuse pas du tout chez Amazon en ce moment. Passons maintenant du côté de l'autre géant, Facebook, côté réseaux sociaux. Et je vous rappelle qu'hier soir sur CBS, une émission était très attendue. C'était le 60 minutes spécial sur la lanceuse d'alerte qui a divulgué tous les documents internes qui ont donné notamment lieu aux enquêtes du Wall Street Journal, les fameuses Facebook Files, où on a appris qu'en interne, c'était pas jojo sur comment on gérait les priorités entre notamment argent et peut-être santé mentale ou argent et complotisme, etc. Cette lanceuse d'alerte, elle est assez sûre d'elle pour aujourd'hui témoigner à visage découverte. Elle s'appelle Frances Haugen et elle a du coup témoigné à visage découvert hier pendant l'émission. Elle est revenue sur ses accusations et tous les documents qu'elle a fournis. Et c'est une ancienne employée de Facebook qui faisait partie d'un service de responsabilité civile, on va dire en gros de bonne conscience de Facebook, qui lui-même a été dissous en 2021 et sans plus de détails de la part de Facebook. Et elle a décidé de quitter l'entreprise et de la dénoncer. Cette employée qui a bossé pour beaucoup de grosses startups et notamment Pinterest mais aussi Google, a trouvé que Facebook était allé tellement loin dans l'abus et tellement loin dans sa promotion des contenus haineux et ses contenus complotistes qui sont les contenus aussi les plus rentables d'un point de vue monétisation, qu'elle a dénoncé en tout cas tout cela en partageant des milliers de documents internes. Ce matin dans le chat, les gens demandaient si elle allait être attaquée en procès. C'est une possibilité, mais encore une fois, si elle témoigne à visage découvert dans une émission à très grande écoute, c'est évidemment qu'elle est blindée de ce côté-là. La riposte côté Facebook ne s'est pas fait attendre, puisque c'est Nick Clegg, le vice-président des affaires globales, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est très important, qui est venu dans CNN pour évidemment minimiser ou démentir la plupart des accusations de Frances Haugen. Un peu dur encore
encore une fois de démentir ses propres documents, puisqu'elle a surtout sorti des documents internes avant de donner son propre avis. Facebook qui, en tout cas, n'est pas fini et n'est pas sorti de l'auberge, puisque je vous rappelle qu'actuellement, le Congrès américain les a mis sur les grilles et les interroge sur toutes ces pratiques mises au grand jour. On reste dans les grands réseaux sociaux et on va parler notamment des enfants avec un article très important des confrères de chez CNET. Votre enfant est-il victime de cyberharcèlement? C'est déjà possible d'avoir du harcèlement à l'école. Sur Internet, c'est très possible, puisque un jeune sur 8 est victime de cyberharcèlement. Eh bien, Fabien Soyez de CNET nous a écrit un très bon dossier sur les symptômes et donc comment repérer peut-être le fait que votre enfant soit victime de cyberharcèlement sur Internet et surtout comment gérer cela. Donc que ce soit les symptômes que vous pouvez repérer ou que ce soit les actions que vous pouvez mettre en place et le dialogue que vous pouvez mettre en place, c'est un article évidemment très important, hein, ça touche plus d'un jeune sur 15 aujourd'hui en France et c'est très important. Donc évidemment, si vous êtes parent, à lire et si vous n'êtes pas parent, à partager à vos amis parents ou à peut-être des enfants que vous connaissez, peut-être qui sont dans le souci. On ne rigole pas avec ce sujet. Passons maintenant à, c'est plus du harcèlement là, c'est la tentative de meurtre. On vous parle évidemment de la série Squid Game, la série phénomène coréenne qui cartonne sur Netflix, dont tout le monde parle en ce moment. Elle cartonne tellement qu'elle voit à Netflix quelques petits soucis, notamment en Corée, où SK Telecom, qui est un des plus gros téléopérateurs, voire le plus gros téléopérateur, il faut une sorte d'accès Internet en Corée, eh bien attaque en procès Netflix, car selon eux, le succès de Squid Game, mais aussi les autres succès de Netflix, eh bien en fait, coûte beaucoup d'argent en termes de bande passante à SK Telecom et que Netflix et YouTube sont les deux services qui bouffent le plus de bandes passantes tout simplement et donc coûtent le plus d'argent à eux seuls. SK Telecom dit que d'autres gros services comme notamment et d'autres marques comme Apple ou Facebook payent en fait une taxe du fait qu'ils prennent beaucoup de bandes passantes, mais que Google et Netflix refusent de payer cette taxe, c'est pourquoi ils les attaquent en procès. Ça nous rappelle évidemment la fameuse affaire qui avait défrayé la chronique pendant plusieurs mois et le bras de fer entre YouTube, Netflix et Free en France, où je vous rappelle que Free limitait la bande passante à partir d'une certaine heure parce qu'ils trouvaient que YouTube et Netflix prenaient trop de bande passante et qu'ils ne voulaient pas payer. La question est très compliquée. Vous mettez-vous du côté des producteurs de contenu qui disent nous on est là pour produire du contenu et le mettre à la disposition des gens et il ne devrait pas y avoir de différenciation de tarifs entre les différents services d'internet, sinon on atteint le principe de neutralité du net, ou est-ce que vous mettez du côté des fournisseurs d'accès qui disent écoutez, aujourd'hui sur 100% de bande passante il y a X% qui est pris par un ou deux services et c'est démesuré et il faut trouver un moyen de rééquilibrer. En attendant de voir le rendu de justice en Corée du Sud, regardez Squid Game, apparemment c'est pas mal et très cruel. On se quitte avec, comme d'habitude, une petite news côté futuriste et c'est Wired qui a pu tester un exosquelette, rien de moins, un exosquelette qui s'appelle le Forge de la marque américaine Rome et qui va vous aider notamment au niveau des jambes à gagner en puissance. Ils ont pu tester ça, c'est assez impressionnant puisque vous gagnez énormément en stabilité, vous gagnez énormément en puissance et vous gagnez évidemment en endurance. C'est encore très cher, c'est encore assez limité, c'est encore assez gros. Mais ça montre encore une fois les progrès du côté de la robotique et des exosquelettes. Et ils ont pu tester différents systèmes, c'est-à-dire sauter de 1,20 m de hauteur avec une grosse charge sur les épaules, enchaîner les squats, porter des personnes, courir, etc. Et de voir un peu comment écoutez, ces jambes bioniques, ces exosquelettes de jambes vont pouvoir dans le futur aider à divers usages, c'est-à-dire ou à booster vos performances ou à aider des personnes qui ont des situations de handicap ou de vieillesse à pouvoir refaire du sport, marcher, faire du ski, etc., etc. Donc très prometteur et surtout une vidéo très intéressante que vous retrouvez chez nos collègues de Wired. C'est la fin de cette essentiel de l'actu tech de quelques minutes sur YouTube, mais je vous rappelle que l'intégralité du live est sur Twitch avec le lien en description juste en dessous. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en mettant des pouces bleus, en partageant nos vidéos. Ça nous aide. Peut-être qu'un jour on atteindra les 100K. Merci encore une fois d'être fidèle au rendez-vous. Je vous rappelle qu'on continue évidemment aussi à tester beaucoup de choses. On est les numériques, voilà. Donc ce week-end, beaucoup de tests son, maison et gaming. Le QC45 de Bose notamment a été testé et sur sa version, la réduction de bruit active est elle aussi bonne que ses prédécesseurs ou on espère meilleure. Nous avons testé aussi les écouteurs Redmi Buds 3 Pro parce que je vous rappelle que Xiaomi sort des produits 4 fois par jour. Nous avons testé aussi une cafetière, la DeLonghi Magnifica Evo qui est une très bonne cafetière. Une friteuse sans huile du côté de Philips. Je vous rappelle aussi que demain en live, on va peut-être faire un test et un benchmark de friteuse sans huile. La GoPro Hero 10, on a testé pour l'instant l'autonomie qui est moins bonne que sur la Hero 9
à lire pour plus de détails. Test aussi de l'objectif très lumineux puisqu'il ouvre à f0,95, le Laowa Argus 35 mm. Évidemment, les tests des deux derniers iPhones, le 13 mini et le 13 Pro qui viennent rejoindre les tests de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro Max. Nous avons également testé une trottinette assez impressionnante, la WizSpeed SUV 1000. Et c'est pas un SUV, mais elle a une taille de SUV pour une trottinette. Vous la voyez ici, 18 kg le bébé quand même. Le test d'une manette de jeu pour Switch, la Ori D-Pad, qui vous permet de remplacer les 4 boutons par une vraie croix de direction. Problème, c'est que la croix de direction, elle est mauvaise. Et enfin, le test d'un disque dur certifié pour la PlayStation 5, le Firecuda 530 1 Tera. Un excellent disque dur, mais encore une fois, si vous voulez acheter un SSD 1 Tera, ne mettez peut-être pas 255 € dessus. Voilà en tout cas, on se retrouve demain à 11h pour un live, demain en fin de journée pour une condensée. À très vite.